Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alexandre, on avait hâte de voir le résultat de ce référendum-là. C'est tombé au cours des dernières heures. Les Inuits de Pessamit qui rejettent finalement l'entente avec Hydro-Québec. Oui, la communauté Innu qui était appelée à se rendre pour un référendum hier pour évaluer le projet de plusieurs milliards de dollars qu'Hydro-Québec veut investir. À la fois, je rappelle, là-dedans, d'un espèce de montant pour venir régler les litiges ancestraux sur les terres qui existent des Inuits de Pessamit, c'est-à-dire pour tout ce qu'on a déjà construit sur leurs terres sans leurs autorisations, il y a de cela des décennies, et bien d'autres milliards aussi pour venir investir. On sait qu'on doit doubler la capacité de production d'électricité d'Hydro-Québec, donc c'est des centrales électriques, des barrages, 16 barrages en tout et partout qu'on voulait amener sur leur territoire. Ça aurait été un méga projet. On avait 10 jours pour en débattre du côté de la communauté avant de passer au vote, et là, très peu de gens se sont présentés aux urnes. Là, on parle d'à peu près, si je ne m'abuse, c'est comme 35%, 37% de taux de participation. 37. 1287 personnes qui sont allées voter. 809 ont voté contre, donc à 63% pour 471 qui ont voté pour, ce qui fait en sorte que le chef René Simon ne pourra pas signer l'entente avec Hydro-Québec, du moins pour l'instant. Là, tous les partis ont semblé prendre compte de la décision. Le ministre Yann Lafrenière, responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, a réagi en disant, regardez, on va faire le point demain, on va en parler à tout le monde, on respecte leurs décisions, on va continuer de négocier parce que ça ne veut pas dire que c'est la fin nécessairement de ce genre de projet-là. Est-ce qu'il va falloir le modifier? Est-ce qu'on va vouloir faire certaines modifications à l'interne du côté de la communauté Innu? Tout ça reste à suivre. Dans tous les cas, il y avait plusieurs critiques de chaque côté. Là, on disait entre autres du côté de la communauté que 10 jours pour lire un énorme document qui est très chargé, on s'entend, mais c'était peut-être pas assez non plus. Est-ce que la communauté était bien informée de ce qui se passait dans le document puis de ses retombées? Tout ça, on va continuer à en parler, c'est certain, cette semaine, Alex, parce que c'est un projet tellement gigantesque que ça peut pas passer à la trappe d'un seul coup avec un vote comme celui-là. Quelques réflexions en lien avec ça. D'abord, moi, je fais le saut en voyant le taux de participation. Okay? 37% seulement. Okay? Ça veut dire que quand on regarde la situation, là, la plupart des membres de la communauté se sont même pas donné la peine d'aller se prononcer sur cet enjeu-là, qui est pourtant très, très, très important pour leur communauté. Alors, moi, j'en prends acte. Deuxième point, t'as Alexis Wawan-Olwat, le président du référendum, qui répétait ad vitam aeternam, « Ah, la démocratie a parlé, la démocratie a parlé. » C'est parce que là, avec un taux de participation de 37%, fait que dans le fond, là, c'est 810 personnes sur les 3500 de la communauté qui avaient cet enjeu-là entre leurs mains qui ont voté contre. Maintenant, le 10 jours pour se prononcer là-dessus, c'est très court. Compte tenu de l'ampleur là, de cet enjeu-là, mais là, on comprend que là, il y a des élections à la mi-août. On a voulu faire ça un peu avant. Et là, on nous répète souvent, il faut régler le passé avant de s'entendre sur un futur. Ça va coûter cher, je vous le dis là. Mais quand ça va se régler? Ça va coûter cher, ça va être long. Puis Hydro-Québec se retrouve un peu dans une situation particulière parce que les demandes d'hydroélectricité, ça va doubler d'ici 2050. Alors là, tu te retrouves face à une situation. Puis pourtant, dans cette communauté-là, ce qu'il y a sur la table, on comprend que là, on ferait d'eux aussi des partenaires pour la suite. Ce serait un fonds qui serait géré. Tout le monde en bénéficierait. Puis là, il y a juste 37% des membres de la communauté qui se sont sentis interpellés par ça. Les autres, ils vont faire quoi? Ils vont renoncer au bénéfice de ça. Ils vont dire, non, nous autres, ça ne nous intéresse pas. On ne veut pas s'impliquer dans le dossier. On ne touchera pas à un sou de ça. Mais comment on va se sortir de cette impasse-là? Écoute, ça va prendre tellement. Là, ça va prendre des négociations. Ça va prendre de la diplomatie. Puis regarde, là, aujourd'hui, là, il est censé avoir, là, en principe, là, en tout cas, on aura peut-être d'autres réactions. Là. Les parties prenantes vont devoir faire le point aujourd'hui. Regardez-les bien marcher sur des œufs, là. Et là, ça va être délicat, ça va être long, puis ça va vous coûter cher. Laissez-moi vous dire. Là, il y a quelque chose aussi qui se passe, puis on voyait, là, toutes sortes de manchettes dans les derniers jours. On sait qu'il a fait très chaud, les gens essayaient de trouver des façons de se rafraîchir. Mais là, opération de recherche et sauvetage, c'est toujours pas terminé dans le Vieux-Port, là, à Montréal. Non, hier, là, les dernières nouvelles qu'on avait en date, là, c'était que les plongeurs du SPVM, vers 22h, se rendaient dans le Vieux-Port parce qu'hier,
important déploiement qui s'est déroulé alors qu'on était là en plein milieu du festival Un goût des Caraïbes. Beaucoup de gens qui se retrouvent dans le Vieux-Port. Et là, vers 18h, il y a un homme qui tombe à l'eau là, sur la terrasse Bon Secours dans le Vieux-Port. Et immédiatement, là, on a vu la personne tomber dans l'eau. Il y a des dizaines de témoins qui sont sur place, qui se sont mis à crier, puis à faire des signes aux embarcations, par exemple, qui se trouvaient sur l'eau, pour essayer de les attirer vers l'homme qui était à l'intérieur de l'eau. On dit que tout fait là, pour nager, tenter de rester à la surface. On l'a finalement perdu de vue. Et là, toujours vers 22h hier, on était sans nouvelles de l'homme. Le service de sécurité incendie de Montréal a déployé ses embarcations un peu partout. Ça n'a rien donné. On est donc passé, là, on a passé la torche au SPVM qui a poursuivi là, durant la nuit d'autres opérations pour tenter de le trouver. Beaucoup de gens là, qui étaient secoués de voir ça. Là. Le festival a pris une espèce de tournure un peu amère là, d'ailleurs, alors que les gens restaient en silence, étaient sur le bord de l'eau, essayaient de tenter de voir si l'homme allait pas refaire surface quelque part, mais on confirme toujours pas la noyade de l'individu. D'ailleurs, presque aucune information est disponible par rapport à la circonstance. Tu plongé volontairement? C'est-tu vraiment un accident? Il est tombé? On sait rien, ou presque, là, de tout ça. Puis, il y a eu une autre disparition sur l'eau là, hier. Cette fois-ci, c'est au lac Sept-Îles, dans Port-Neuf. Quelqu'un qui se serait éloigné des embarcations de son groupe, qui est toujours introuvable. Et là, en date de vendredi passé, on était déjà à 30 décès sur les plans d'eau depuis le début de l'année. C'est déjà pire qu'à l'an passé à pareille date où on en avait 26. Et quand il fait chaud, puis quand Isabelle nous annonce du beau temps comme ça pour cette semaine, mais souvent c'est synonyme aussi avec des gens qui tentent de se rafraîchir et qui malheureusement pourraient eux aussi disparaître dans l'eau. Et malheureusement, on sous-estime souvent la force du courant, là, que ce soit dans les rivières ou encore dans les lacs. Ça revient souvent année après année. Revenons sur ces fusillades, parce qu'il y en a eu deux en l'espace de quelques heures, là, en moins de 8 heures à Toronto en fin de semaine. Ouais, où la communauté a été secouée. Là, ça a commencé là, tout d'abord vers samedi à 20h. On avait un festival de salsa. Et là, en plein festival de salsa, imaginez l'horreur, on entend une pétarade. Les gens croyaient au départ à des feux d'artifice. Puis finalement, on comprend rapidement qu'il s'agit d'une fusillade. Cohue sur place. Et encore une fois, on a très peu d'informations. Là. On sait que c'est pas un tireur comme au départ on pensait, le tireur actif dans la foule. Ce serait plutôt deux individus qui ont échangé des coups de feu. D'ailleurs, 2 individus sont décédés durant tout ça. On a aussi plusieurs autres personnes blessées. On ne sait pas si les personnes tuées sont des passants, des innocents, des membres qui ont participé à la fusillade activement. Tout ça, pour l'instant, on ne sait pas. Et là, on a rapidement annulé la dernière journée du festival là, qui était censée se dérouler hier. Toujours pas d'arrestation. On parle d'une scène d'enquête là, qui est chaotique et complexe. Là. C'est les mots de la police qui demandent d'ailleurs à tout le monde qui était au festival s'ils ont des photos, s'ils ont des vidéos de l'événement, de leur transmettre là, pour essayer d'arrêter quelques personnes. Et là, quelques heures après, dans le secteur du port de Toronto, 2e fusillade. Là, cette fois-ci, c'est 3 personnes atteintes par balle, transportées à l'hôpital. On ne craint pas pour leur vie. Mais quand même, là, entre ces 2 événements là, très, très rapprochés qui font des décès, qui font des blessés. Ça a d'ailleurs été critiqué là, par Pierre Poilievre, hein, qui était de passage à Salut Bonjour Week-end là, le lendemain des fusillades, là, qui a encore une fois milité pour un resserrement là, de notre frontière, parce que 90% des armes à feu qui seraient utilisées dans des fusillades, dans des événements violents, proviendraient des États-Unis de manière illégale, selon M. Poilievre. Il y a ça. Mais ce genre d'événement-là va commencer aussi à soulever de sérieux enjeux de sécurité. Parce que là, imaginez, là, on est en plein festival comme ça, Salsa on St. Cloud à Toronto. C'est très festif, il y a 13 000 personnes. Et là, il y a 2 personnes qui décident de se tirer dessus ultimement. Alors, imaginez le bassin de victimes innocentes autour. Imaginez aussi de plus en plus, ce sera un enjeu de sécurité dans les festivals. La charge financière pour les organisateurs, pour assurer aussi un périmètre. C'est toi, Isabelle, qui est beaucoup là, dans le domaine aussi culturel. Quand tu es... Je sais pas, mais moi, honnêtement, je fréquente peu ce genre d'événement-là, mais tu sais... À un moment donné, on va être en plein milieu d'une foule, puis ça va faire partie un peu des questionnements où on va se dire, coudonc, on est-tu à l'abri? Est-ce qu'on est en sécurité? Est-ce que toi, quand il y a eu Angine de poitrine à la Place des Arts, il y avait tellement de monde que moi, je pensais à ça. En plus, il y avait eu la tragédie dans Côte-des-Neiges, puis je me disais, est-ce qu'on est encore en sécurité? C'est dommage de penser ça parce qu'il faut pas laisser la peur gagner, en ce sens où c'est une minorité, puis il faut continuer de faire nos activités, mais bien sûr, on y pense. Puis d'après moi, la sécurité aussi dans les festivals, on sait qu'avec les années, a été renforcée. Je trouve ça bien malheureux. Ouais. Il y a à l'international une situation encore en fin de semaine là, qui était très, très, très volatile. C'est au Moyen-Orient, en Iran. Écoutez,
moment donné, on annonce la fermeture du détroit d'Ormuz, on dit finalement que c'est ouvert, ça se tire dessus à qui mieux. Et là, ça commence à se répertorier aussi en bourse et pour le prix du baril. Oui, puis on va continuer de voir avec les ouvertures aujourd'hui à quoi ça ressemble. Tu sais, déjà en Europe, là, la bourse de Francfort a perdu le 0,11, Paris 0,10, Milan 0,05. Il y a juste la bourse de Londres là, qui a monté un tout petit peu, mais c'est à cause des prix du pétrole, parce que le baril de Brent, lui, a grimpé de 3,8 %, l'équivalent américain 3,9 %. Puis en plus, c'est que c'est pas la seule pression qui vient sur les marchés, Alex, parce qu'il y a aussi en parallèle, on le sait, tout ce qui est semi-conducteur, tout ce qui est intelligence artificielle, ça a fait exploser les bourses dans les derniers mois, mais tout ce qui monte a tendance à redescendre éventuellement, puis il y a beaucoup d'investisseurs qui commencent à s'inquiéter à savoir, OK, on investit des gonzillards de dollars, pour utiliser l'expression de notre collègue Richard Martineau, là-dedans, on ne sait pas ce que ça va redonner exactement. Et là, il y a des gros titres comme Samsung Electronics à Séoul qui a perdu 10% là, d'un coup. Là. La bourse de Tokyo a perdu au complet presque 2%. On voit qu'il y a des gens de plus en plus frileux. Puis combiner ça avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Puis d'habitude, c'était une des choses qui faisait en sorte que la bourse se balançait un tout petit peu, là, qu'on perdait pas trop en raison de l'instabilité. Mais là, on risque de voir là, un peu plus de rouge aujourd'hui dans les bourses. Ouais. C'est à la une du journal ce matin, un dossier hyper intéressant sur le trafic éternel à Montréal. On apprend que c'est pire que jamais, c'est revenu à des niveaux pré-pandémiques et on a des chiffres sur le temps qu'on perd dans le trafic, Alexandre. En moyenne, un automobiliste de la région de Montréal en 2025 a perdu 63 heures de son année. 63 heures dans le trafic. Là. En moyenne, c'est le Global Traffic Scorecard INRIX, qui est une entreprise là, qui est spécialisée là-dedans aux États-Unis, qui analyse les grandes villes. Ça ressemble à quoi? Les embouteillages. C'est quasiment 2 semaines de job, ça? Oui, quasiment 3 jours. On a surpassé même les niveaux pré-pandémiques. Imaginez-vous donc, tu sais, un moment où, après la pandémie, pendant, t'es comme, wow, ça fait du bien sur le trafic, les gens télétravaillent. Là, le problème, c'est qu'il y a du monde qui retourne au travail en présentiel. Il y a de plus en plus de travaux, bouchons. On se souviendra que les dernières fins de semaine, là, je sais pas pour vous, moi, reprendre le pont Jacques-Cartier, c'était affreux pendant la fin de semaine. En plus, ils l'ont fermé hier parce que c'était les feux d'artifice de 20h. Je me suis fait prendre 20h à minuit, même chose les jeudis. La ville devient à feu et à sang dans ce temps-là. Ils ont fermé aussi le pont-tunnel en même temps. Oui. Tu fais quoi? Tous les liens de l'Est sont pas là. Tu peux pas traverser de la rive sud jusqu'à Montréal pendant la fin de semaine. Non, c'est assez spécial. Là. Puis là, on a un réseau qui est surchargé. Il y a de plus en plus de véhicules sur les routes, mais il n'y a pas de nouveaux liens, par exemple, qui se créent. Je pense à ceux qui vont à l'aéroport aussi, avec les constructions de l'aéroport qui sont mal gérées. Il y a ce tracé-là aussi qui est vraiment, vraiment bordélique. Oui, une chance qu'on commence à avoir des meilleurs réseaux de transport en commun, puis le REM, puis tout. Non, mais je ris pas. Là, au moins, le REM va peut-être vous donner une option bien, pour certaines personnes à ce moment-là, mais ça va être tout un dossier là, sur lequel le journal... Pas de ce matin, non, c'est bon, c'est vrai. Le journal s'est penché là-dessus, puis pour les prochains jours, là, dans les prochaines semaines, vous allez voir, là, chers auditeurs, ce dossier-là qu'on va porter, nous aussi, ici à Cube, à TVA, c'est la même chose, où on a toutes sortes de dossiers, des témoignages, des gens là, qui manquent du temps. Là. Prenez exemple, un de nos représentants du journal il y a 2 semaines. Là. Lui, il se rend du centre judiciaire Gouin, donc c'est dans Huntsic, jusqu'à la place Longueuil, 28 km. Combien de temps ça a pris? Ben, ça a dû y prendre 1 heure. 3h15. Non. 3h15. Non. 28 km, ça a pris plus de temps que Montréal-Québec. Hey, c'est plus long que le Comte de Monte-Cristo. C'est plus long que la nouvelle pièce du Comte de Monte-Cristo. Je pense que c'est bon, par exemple. Et là, ce qu'on comprend, c'est que c'est vraiment le fait que là, il y a toutes sortes déjà de fermetures. Il y a des événements, il y a des rues fermées, il y a des rues piétonnes. Dès qu'on a le moindre imprévu. Par exemple, le nouveau chantier qui est apparu, c'est la rue d'Iberville. Il faut faire des travaux d'aqueduc. Sur Delorimier, à côté du pont Jacques-Cartier, des travaux qui apparaissent juste là. Mais non, mais synchroniser, c'est difficile, synchroniser les travaux, ça est palais. Ben voilà, donc ce que ça fait, c'est que Sherbrooke devient congestionné à mort. Moi, je peux vous le dire, on finit relativement tôt, nous. Des fois, j'étais à midi. Des fois, Mme Perron est encore ici. Mme Perron adore ici, elle, pour éviter le trafic, bien sûr. Mais Sherbrooke, là, même le midi, pour ceux qui l'utilisent et qui l'empruntent, c'est jamais au grand complet. Il n'y a plus de répit, malheureusement, du trafic. Mais parmi les exemples que tu nous as donnés, moi, un qui m'a marqué, c'est pour l'aéroport. L'histoire donc d'une dame dans le journal qui dit, là, c'est pas compliqué, là, il me restait à peu près 1,5 km pour arriver à la zone de départ arrivée. OK? Pas compliqué, là.
Des fois, tu peux rester pris 40 minutes pour parcourir ce kilomètre et demi-là. Alors, elle, ce qu'elle a préféré faire, elle dit, je vais descendre de mon Uber, je vais marcher. Ça n'a aucun sens. Ajoutons à ça la mauvaise planification des travaux. Ajoutons à ça les erreurs qui sont faites. Il faut revenir absolument sur... en fin de semaine, là, sur la métropolitaine. Bon, oui, c'est ça, parce qu'en fin de semaine, la métropolitaine, de vendredi soir jusqu'à ce matin, 5 heures, sur un petit tronçon de quelques kilomètres, là, c'était fermé. C'était complètement fermé en direction est en fin de semaine. Pourquoi? Ben parce qu'au moment des travaux, l'entrepreneur en question n'a pas mis la bonne asphalte. Non. Un léger détail. Non, c'est ça. Fait que là, puis là, on s'en rend compte après. Puis là, il faut refaire les travaux. On n'a pas le choix. Puis moi, ce qui me dépasse, c'est des porte-paroles au ministère des Transports. On comprend que c'est pas eux autres qui prennent les décisions. Les autres sont envoyés au bat après pour répondre à nos questions. T'sais. Mais là, ils nous expliquent ça comme si c'était normal, là. Ah ben oui, vous savez, l'entrepreneur a mal fait les travaux, puis après ça, on doit reprendre. Puis ils nous disent ça comme si c'était un petit lundi au bureau, là. Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas eu, il y a pas eu de surveillance? Transposez ça dans votre vie 2 secondes, là. Okay? Moi, je me suis fait construire une maison il y a quelques années. Tu peux être sûr que même si j'avais un excellent entrepreneur, je le suivais à la trace. Ben. Puis, tu sais, je veux dire, à chaque étape des travaux, ou quand il y avait, même par après, tu sais, je sais pas, moi... des gens viennent faire des travaux chez nous. C'est pas « Hey, OK, salut, bye-bye, bonne journée ». Non, tu surveilles un peu ce qu'il fait. Puis tu sais, surtout si c'est comme de quoi de névralgique. Puis de l'argent public. On répare pas une ruelle dans un coin de Montréal. Là. C'est le métropolitain! Puis là, il y a personne qui surveille. Attention à ta voix. Tu te rendras pas à 9h avec ta voix. Fais attention. T'es pas en état. Arrêtez de scraper l'asphalte, là, je pourrais pas tenir la semaine. On se rendra pas jusqu'à 9h avec mon rendez, le pauvre lui. Non, mais c'est ça, tu sais. C'est-tu rendu comme la nouvelle normalité de dire écoute, on va réasphalter. Écoutez, il nous proposait en fin de semaine un détour à pu finir après ça. Tu sais, ceux qui voulaient peut-être prendre Crémazie, oubliez ça, Crémazie, il avait fait des simulations au MTQ. Ça allait prendre 1h30 pour faire 4 km. Moi, quand elle m'a dit ça en fin de semaine à Salut Bonjour Week-end, j'ai failli faire une syncope. Voyons, 1h30 pour prendre 4 km. Puis imaginez autour, là. Tu sais, là, on avait beau nous dire, oui, mais c'est Monsieur Dubé, c'est l'entrepreneur qui va repayer les travaux à ses frais. De un, j'espère bien. Puis de deux, imaginez autour, là. C'était tentant d'aller faire là, des petites commissions dans les commerces aux alentours. La perte financière d'un incident comme ça, c'était vraiment, là, c'est incroyable. C'est au Québec, c'est. Scène culturelle, ça, c'est une autre affaire qui fait aucun sens. Ouais. Encore une murale vandalisée. C'est vraiment choquant. La murale de Michel Rabagliati sur l'avenue Mont-Royal, rue Saint-Hubert. C'est la façade de la bouquinerie qui a été vandalisée. Graffiti rouge, blanc, peinturé sur cette fameuse murale qui a été vandalisée pour une 2e fois. En début d'année, c'était une espèce de peinture bleue. Là, c'est une peinture rouge et blanche. On ne sait pas trop ce que les lettres veulent dire. Ça représente quoi exactement? Mais le problème avec ça, c'est que c'est pas la première fois qu'on en parle. Rappelez-vous, en début d'année, on avait parlé de la murale de Beau-Dommage qui avait été vandalisée pour une 3e fois. En 2010, la Ville de Montréal a dépensé à peu près 3 millions pour enlever les graffitis. En 2015, on est rendu à 5 millions pour enlever les graffitis de la Ville. Donc, imaginez aujourd'hui, avec les chiffres d'aujourd'hui. Ça, les gens qui font ça, c'est tous des bons payeurs de taxes. C'est tous des gens là, qui travaillent très, très fort. Paye le bitume. Là. Moi, là, je t'ai frais laver ça avec une brosse à dents. Avec la langue. Et vous savez, le plus tragique pour moi là-dedans, je sais pas si vous avez lu le dernier livre de Michel Rabagliati, il y a de la joie. Okay? Ça vient de sortir, ça m'a touché tout le long. Et le personnage Paul, évidemment, a été inspiré de sa propre vie. Il dénonce les graffitis qu'il trouve donc bien lettres à Montréal. Il dit ça démolit tout, c'est dégueulasse, les œuvres se font vandaliser. Puis là, il se fait vandaliser son œuvre. On l'avait reçu en entrevue, Michel Rabagliati, puis il y avait une espèce de cynisme. Il essayait de garder la lumière dans son œuvre, mais bien sûr, son personnage qui se promène dans Montréal était cynique de voir à quel point Montréal n'est plus ce qu'elle était il y a quelques années. Ah non, ça fait... Oui, puis là, ça arrive dans la vraie vie. Sur son œuvre. Mais ça m'écoeure. 5 millions en 2015 qu'on a dépensé les contribuables pour nettoyer les graffitis. Ah non, mais ces gens-là, écoute, c'est pas compliqué. Tu leur envoies à facture. Quand t'épognes les petits crottés, là, tu leur envoies à facture. Puis c'est toi qui le laves, là. Mais il pourrait pas y avoir des caméras ou je sais pas, parce que visiblement, on les pogne pas. Non, mais faut que ce soit dissuasif. Si c'est pas dissuasif, là, tu sais, c'est assez laid, une espèce de tag comme ça, en tout cas.
Et Mais au il n'y en aura sport, plus. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il n'y en aura non, plus. puis moi, je trouve qu'à Montréal, ces murales-là, c'est tellement joli. Tu sais, ils commencent à en avoir. Tu sais, il y a celle de René Lévesque, celle de Léonard Cohen, il y avait eu celle de Beau Dommage, celle de Norman Brathwaite. C'est beau, ça amène, tu sais, un cachet intéressant à Montréal. Puis même comme touriste, quand tu vas ailleurs, ce que tu veux voir, c'est ça. Puis là, t'as des gens, je suis convaincu, qui n'ont pas à moitié de culture. Là, tu sais, ils savent probablement même pas c'est qui torche. Michel Rabliati. Aïe, aïe, aïe. Et en terminant, un petit mot de sport, Alexandre. Deuxième titre de suite à Wimbledon pour le requin. Yannick Sinner. Yannick Sinner, l'Italien qui vient de remporter là, pour la deuxième fois consécutive Wimbledon, a battu Alexander Zverev dans un match là, au sommet. Là. C'est le numéro 1 mondial contre le numéro 2. Je veux dire, ça a fait des feux d'artifice. 6-7, 7-6, 6-3 et 6-4. Donc son 5e titre en Grand Chelem en carrière à 24 ans seulement. Son 6e trophée de la saison. Ils ont remporté les 5 premiers Master 1000 de l'année. Donc tout va bien pour Yannick Sinner qui continue là, de vaincre tous ses adversaires. Et vous savez pourquoi il se fait appeler le requin? C'est pas moi qui invente ça, c'est son entraîneur. OK. En fait, c'est son entraîneur qui l'avait comparé un peu à un requin parce que lorsqu'il détecte, par exemple, une faiblesse dans le jeu de son adversaire... Il croque l'adversaire? Non, mais tu sais, il lâche pas. Là. Puis tu sais, il profite de cette, cette difficulté-là, cette détresse-là pour l'adversaire pour en venir à bout. C'est vraiment tout un joueur de tennis, Yannick Sinner.